Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, j'aimerais proposer quelques éléments de correction de l'épreuve de physique au concours X, ENS, physique B dans la filière PC, donc 2019. L'épreuve a eu lieu hier, je crois. Et donc, merci Bastien de m'avoir envoyé les photos de l'épreuve. Et donc, un petit peu comme j'ai fait pour l'épreuve physique A, je vais proposer des éléments de correction de la première partie, donc 12 questions, qui portait sur les oscillations de neutrinos, des oscillations quantiques, une analogie avec les oscillations de la molécule, de l'atome d'azote dans la molécule d'ammoniac. Donc ça, c'était une épreuve qui était tombée à Centrale, qu'on a déjà corrigée et que certainement les candidats qui passaient l'X cette année avaient certainement faite avant de venir. Et en tout cas, cette histoire d'oscillation quantique entre deux états, eh bien ça tombe bien, c'était juste la dernière vidéo que j'avais postée juste avant les concours, donc il y a je crois 2 semaines, et c'était exactement les questions de cette première partie qui sont tombées, donc voilà. Donc c'est assez amusant. On va reprendre quelques éléments de raisonnement, la façon de présenter peut-être pas tout à fait la même, mais le raisonnement fondamental était exactement le même que dans cette vidéo. Alors, je ne lis pas l'énoncé, donc on mettra le lien quand sur le site de Polytechnique, l'énoncé sera rendu public. Et donc on démarre directement. Donc on nous dit que dans cette partie, on s'intéresse à 2 des 3 saveurs des neutrinos et que lors du phénomène d'oscillation de neutrinos, le neutrino électronique a une certaine probabilité de changer de saveur. Donc il y a 2 saveurs de neutrinos. Et donc pour étudier ce phénomène, on va exploiter une analogie avec la molécule d'ammoniac dans laquelle l'atome d'azote oscille de part et d'autre du plan formé par les 3 atomes d'hydrogène, donc 2 conformations de la molécule d'hydrogène. Et dans la première question, on nous demande simplement quelle est l'origine physique de l'oscillation de l'atome d'azote. Alors c'est l'effet tunnel, parce que si on représente qualitativement, schématiquement le potentiel, l'énergie potentielle de l'atome d'azote en fonction de la coordonnée X en prenant l'origine dans le plan des 3 atomes d'hydrogène, le niveau d'énergie n'est pas assez élevé pour passer la barrière de potentiel et passer d'une situation à l'autre, mais par effet tunnel, on peut démontrer que donc on peut avoir des oscillations de l'atome d'azote entre ces 2 conformations, ce qui a donné lieu d'ailleurs à l'ancêtre du laser, le maser, qui est basé sur cette transition. Donc c'était l'effet tunnel qu'il fallait répondre. Peut-être que de donner le schéma avec le potentiel serait certainement apprécié. Donc quand l'atome d'azote est de ce côté, on est dans la conformation droite. Et quand il est de ce côté, on est dans la conformation gauche. Donc le mot-clé, c'était effet tunnel. Alors on note phi gauche et phi droit, les fonctions d'onde correspondantes dans la question 2 aux 2 positions possibles de l'atome d'azote. D'après le principe de superposition, l'état de l'ammoniac donc peut s'écrire comme une superposition de ces 2 états, phi gauche et phi droit. On nous demande l'interprétation des coefficients C gauche et C droit. Écrivez la relation qui les lie. Alors je pense que c'était intéressant de lire la question d'après parce que quand on a un peu l'habitude de faire de la mécanique quantique, ce qui était un petit peu troublant, c'est que là, on n'avait que la partie spatiale de la fonction d'onde. Donc, traditionnellement, ce qu'on fait quand on a des états stationnaires, on multiplie par l'exponentielle moins IET sur h bar, E étant l'énergie correspondante à un état stationnaire. Il fallait faire très attention ici et on pouvait s'en apercevoir dans la question 3 parce que l'état de phi gauche, phi droit ne sont pas des états stationnaires, donc en aucun cas, ces trucs-là, ces parties-là, CG de t, ces coefficients, ces droites de t, ne pouvaient s'assimiler à des exponentielles complexes de module 1 avec l'énergie de l'état stationnaire correspondant. Il fallait faire très attention. Alors c'est vrai que ça ressemble un peu quand même à des états stationnaires quand on le voit écrit comme ça, parce qu'on a une fonction de l'espace fois une fonction du temps. Donc c'était, j'allais dire, un peu doublement troublant à ce niveau-là. Alors ce que je propose comme réponse, c'est que simplement C gauche, C droit, c'est la pondération de chaque état quantique dans la partie droite ou dans la partie gauche, enfin quand l'atome d'azote est à droite ou à gauche, et que donc finalement quand on va faire une mesure, soit on va avoir un atome d'azote à droite, soit on va avoir un atome d'azote à gauche, et la probabilité de trouver cet atome à gauche ou à droite est directement reliée au coefficient ici, et c'est son module au carré. Autrement dit, la probabilité d'être dans l'état gauche, c'est module carré de C gauche de t, et la probabilité d'être à droite, c'est
module carré de C droite de t, ce qui fait que par conservation de la probabilité, on avait directement le lien entre les coefficients. Bon, je pense qu'on peut imaginer une autre démonstration pour trouver le lien entre les coefficients C gauche de t, C droite de t, en partant du principe que ce sont des états normalisés. Alors, je ne sais pas si j'ai bien lu l'énoncé, mais à aucun moment j'ai vu que C gauche et C droit, ou phi gauche, phi droit plutôt, étaient des états normalisés, mais on va le supposer. Et donc, à ce moment-là, en calculant, en appliquant la condition de normalisation de la fonction d'onde, donc module carré de psi carré de x et de t dx égale 1, donc dans tout le domaine d'intégration, eh bien ça, donc ça pourra s'écrire comme l'intégrale, donc on va prendre cette fonction et on va la multiplier par son complexe conjugué. Allez, je fais ça directement, donc ça va nous donner module carré de c gauche de t au carré, donc fois phi gauche module carré. Et puis allez, on va directement séparer ça en 3 intégrales, plus donc module carré de c droite carré, phi droite carré, module carré dx. Et puis après, en fait, on va avoir des produits croisés. Mais, alors c'est pour ça un petit peu que j'ai représenté en imaginant qu'on a un double puits infini pour représenter la localisation de la fonction phi droite de x, donc uniquement localisée à droite, et phi gauche de x uniquement localisée à gauche. On voit bien que ces deux fonctions d'onde n'ont aucun recouvrement entre elles, donc ça veut dire que quand on va calculer une intégrale de phi gauche fois phi droite complexe conjugué, etc., eh bien en fait ces intégrales croisées vont être nulles, puisque quand cette fonction-là est non nulle, celle-là est nulle, etc. Donc quand on fait le produit, l'intégrale est nulle. Donc finalement, on se retrouve uniquement pour la condition de normalisation à calculer ça. Et puis comme ça dépend du temps, moi, je peux le sortir de l'intégrale, ça ne dépend pas de x. Et si je suppose que les fonctions ici sont normées, eh bien ça me fait tout simplement module de c gauche au carré de t plus module de c droite au carré. Alors je ne sais pas si dans l'esprit de l'épreuve, il fallait faire tout ça, appliquer la condition de normalisation ou simplement utiliser la conservation de la probabilité quand on fait une mesure, soit l'atome d'azote est à droite, soit l'atome d'azote est à gauche, tout simplement. Donc dans la question 3, on nous explique que phi gauche, phi droit ne sont pas des états stationnaires et que par contre, on a deux états stationnaires, phi plus et phi moins, qui sont donnés par une combinaison linéaire de phi gauche et de phi droit, le facteur 1 sur racine de 2, étant un facteur de normalisation. Alors quand on a un petit peu l'habitude, on reconnaît dans phi plus, par exemple avec le modèle du double puits, l'état pair, et on reconnaît dans phi moins l'état impair ou antisymétrique, donc les états classiquement associés à ce double puits, fini ou infini d'ailleurs. Et donc on nous dit qu'en fait on place l'atome d'azote dans un de ces états stationnaires, phi plus et phi moins. Comment sa fonction d'onde évolue-t-elle dans le temps? Alors là, par contre, on a le droit de faire ce qu'on n'avait pas le droit de faire dans la question 2, c'est-à-dire que si on connaît la fonction d'onde à l'état initial, alors on la connaît à tout instant, donc on imagine que phi plus de x est uniquement la partie spatiale de cet état stationnaire, et là, donc, si on appelle E plus l'état, l'énergie de la particule dans l'état plus, on va simplement multiplier la partie spatiale par exponentielle moins IET sur h bar, E plus sur h bar. Et puis on peut faire pareil avec psi moins de t. Donc ce sera phi moins de x exponentielle moins IE moins t sur h bar. Ce qui permet donc de connaître la fonction d'onde à tout instant. Et donc ça c'est très pratique, c'est pour ça qu'on effectue ce fameux changement de base entre phi gauche, phi droit, qui correspondent à des états localisés à gauche ou à droite, et phi plus et phi moins, qui eux ont l'avantage d'être des états stationnaires. Donc, état stationnaire, ça veut dire que dans l'état plus ou dans l'état moins, quand on prend le module carré, on aura uniquement le module carré de phi plus ou de phi moins, donc la densité de probabilité est indépendante du temps, alors qu'on va voir que pour phi gauche et phi droit, comme on a un mélange d'états stationnaires, alors d'ailleurs ça on peut le voir tout de suite, hein, inversons un petit peu la relation, donc on voit tout de suite en faisant la somme et la différence
que phi gauche de x c'est 1 sur racine de 2 phi plus phi moins et que phi droite de x c'est 1 sur racine de 2 phi plus moins phi moins. Et donc on voit que là on est en train de mélanger des états stationnaires dans l'état phi gauche et phi droit et que là justement c'est là qu'on va faire apparaître les oscillations quantiques. Alors c'est exactement ce qui se passe dans la question 4 où finalement on nous dit qu'à l'instant t égale 0, on démarrait avec un atome d'azote donc qui était à gauche et donc on va avoir les oscillations dans le puits quantique. Ça n'est pas un état stationnaire, donc l'atome d'azote ne va pas rester dans cet état, et donc il fallait déterminer Cg de t pour après pouvoir en déterminer la probabilité et les oscillations quantiques. Pour déterminer Cg de t, on va partir des conditions initiales. Donc on était sous cette forme-là, mais on va le faire à t égale 0. Phi de x est de 0, c'est phi gauche de x. Donc c'est 1 sur racine de 2, d'après ce qu'on a vu là, phi plus de x plus phi moins de x, donc on décompose dans la base des états stationnaires, ce qui nous permet de connaître phi de x et de t, parce qu'on sait que là, on a le droit de multiplier par les exponentielles complexes, pour regarder ce qui se passe pour t positif, donc on aura e plus de t sur h bar, plus phi moins de x exponentielle moins i e moins de t sur h bar. Et donc ensuite, eh bien, pour revenir à l'identification de Cg de t, C droit de t, parce qu'à l'instant t égale 0, évidemment, il n'y avait que phi gauche, mais après, il y a phi droit quand même qui va apparaître. Donc là, eh bien, on va utiliser ces relations-là. Donc on va remplacer phi plus et phi moins en fonction de phi gauche et phi droit. Donc ça va faire 1 demi de phi gauche plus phi droit exponentielle moins i e plus t sur h bar plus phi gauche moins phi droit exponentielle moins i e moins t sur h bar. Maintenant, on va factoriser phi gauche et phi droit justement pour pouvoir faire cette identification. Donc 1 demi de exponentielle de moins i e plus t sur h bar plus exponentielle moins i e moins t sur h bar fois phi gauche, plus etc. Allez, j'ai presque envie de m'arrêter là, parce que nous, tout ce qui nous intéresse, c'est l'identification du coefficient C gauche. Donc là, on a C gauche qui est écrit là. Donc on a C gauche de t, donc qui vaut, allez, j'ai envie de mettre une des exponentielles en facteur. Donc exponentielle moins i, ce sera plus commode pour prendre le module carré après pour la probabilité. Donc 1 plus exponentielle moins i, donc e moins e plus, donc un delta e, t sur h bar. Donc voilà Cg de t, qui est un coefficient complexe, ce qui nous permet d'exprimer la probabilité pour que l'atome d'azote, donc question 5, soit détecté à gauche. Donc pour ça, on va tout simplement prendre le module carré de Cg, donc on multiplie Cg par son complexe conjugué, donc là on va avoir 1 quart, facteur 2, alors on aura 1 plus 1, le produit des exponentielles conjuguées, hein, c'est un peu comme la formule des interférences à deux ondes, 2 cosinus de delta E fois T sur H bar, donc formule très connue, et on peut mettre 2 en facteur, donc 1 demi de 1 plus cosinus de delta E T, j'avais presque envie de mettre oméga T, avec évidemment delta E égale à H bar oméga, donc résultat très classique sur lequel j'avais insisté dans cette petite vidéo parue juste avant le concours. Donc on a des oscillations à une pulsation très facile à retenir, hein, ça ressemble un peu à la relation de Planck-Einstein pour un photon émis entre deux niveaux d'énergie. Donc H bar oméga égale delta E égale aussi à H nu, si on veut raisonner en termes de fréquence plutôt que de pulsation. Donc ça, c'était la réponse à la question 5. Donc on a une oscillation de la probabilité. Donc ça veut dire que l'atome d'azote, par effet tunnel, il passe des deux côtés du plan des atomes d'hydrogène. Et donc on a cette probabilité qui oscille avec une certaine période de pi sur oméga,
avec oméga, donc égal à delta E sur H bar. Alors ensuite, on nous explique que finalement, cette situation est analogue à l'oscillation de neutrinos qui pourrait osciller par effet tunnel entre deux états, un état électronique ou un état muonique, et que donc ça c'est l'analogue de phi gauche de x et de phi droit de x, et que les énergies de masse, donc ça c'est typiquement des formules de relativité, sont beaucoup plus petites que les autres énergies mises en jeu, ce qui nous permet de penser que MC, de dire que MC est très petit sur P est très petit devant 1. Et on nous donnait la relation issue de la relativité qui donne donc l'énergie d'une particule de masse M avec une quantité de mouvement P. Et donc on a l'énergie au carré. Et on nous demandait d'écrire l'énergie en fonction de P et de M. Alors, et de C aussi, ça me paraît sous-entendu dans la question. Dans la limite où MC sur P est très petit devant 1. Donc, à l'ordre 0, on négligerait carrément ce terme-là, mais bon, je pense qu'il faut quand même faire un développement limité, surtout que quand on lit la question d'après, en fait, on va nous faire la différence entre deux états. Donc là, le terme d'ordre 0 va s'éliminer, et donc en fonction de la masse. Et donc là, il faut garder en fait un terme d'ordre 1. Donc c'est la formule du binôme. E est égal donc à racine de PC carré plus MC carré au carré. Donc on va mettre le terme prépondérant en facteur. Donc le terme prépondérant c'est PC, 1 plus donc MC carré sur PC, le tout au carré, le tout à la puissance 1,5. Donc très peu différent, donc à l'ordre 0, PC, 1 plus 1,5, donc de MC carré sur PC au carré. Bon, alors on pourrait diviser, simplifier par C ici. Voilà, donc on a PC 1 plus un terme correctif. Donc voilà ce que je propose de répondre à cette question. Alors ensuite, 7, en déduire l'expression donnant la variation, la différence d'énergie entre les deux neutrinos qui ont une masse M1, M2 légèrement différente. Donc delta E, alors dans quel sens c'était? C'était E1 moins E2. Donc on voit que quand on va faire la différence, les 1 vont s'éliminer. Donc on va avoir très peu différent de PC sur 2 de M carré. Allez, est-ce qu'on peut vérifier l'homogénéité de cette relation? En haut, alors si on voulait avoir une énergie cinétique au carré, il faudrait une masse fois une vitesse au carré, donc multiplions par C mentalement et divisons par C. Oui, donc là je m'aperçois que il ne doit pas y avoir de carré ici. Voilà, ben, j'ai bien fait de vérifier l'homogénéité. Donc delta E, voilà l'expression. C cube delta M au carré sur 2P. Bon, ce que j'ai trouvé un peu troublant, c'est qu'à chaque fois, on ne mentionnait pas qu'il fallait la vitesse de la lumière dans l'expression des grandeurs recherchées. Bon, enfin, en tout cas, on voit déjà que, voilà, on les a. Hein, en tout cas, dans mon petit calcul, elle intervient, la vitesse de la lumière. Alors, petit 8, donc là, on nous dit que on s'intéresse aux neutrinos donc produits dans les centrales et on note L égale CT, la distance parcourue par un neutrino pendant CT, montrer que la probabilité pour le neutrino d'être dans l'état électronique après une distance L donc est notée PE de L et périodique et indiquer sa période spatiale. Donc là, je pense qu'il fallait tout simplement utiliser la formule de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que on va avoir PE de L par analogie avec ce qu'on a vu est égal à 1,5 facteur de 1 plus cosinus donc de 2pi petit l sur grand L. Et ce 2pi petit l sur grand L, ben, on va l'identifier avec la formule de tout à l'heure, c'est-à-dire que ça c'est oméga, l'analogue de oméga t, delta E sur h bar fois t. Donc delta E, on l'a ici, donc ça fait c cube
delta de m carré sur 2p h bar fois t. Et donc pour faire apparaître, pour identifier petit l, donc on va multiplier ici par c, et donc voilà, on aura c carré. Et donc on obtient L égale 4pi h bar P sur C carré, delta M au carré. Alors, on a un joli graphe de ces oscillations mesurées en utilisant un super détecteur de réacteurs nucléaires au Japon, avec donc une distance moyenne de 180 km pour différentes valeurs du quotient L sur E. Et donc on s'aperçoit qu'au début on n'a pas d'oscillation et que donc après on observe au moins une période complète. Bon, c'est un peu amorti. Donc ici on a la distance grand L sur E qu'on peut mesurer. Et donc grâce à ça on va pouvoir en déduire delta M au carré sur C4. Alors, faut faire apparaître l'énergie. Donc on avait vu que l'énergie à l'ordre 0, c'était P fois C, donc on va multiplier ici par C, et donc ici, alors on va même multiplier par C carré pour faire apparaître C4. Donc là, on récupère l'énergie E, et donc on s'aperçoit que le quotient L sur E est égal à 4pi. On nous donnait la valeur numérique de H bar C, donc sur delta M carré C4. En mesurant cette période spatiale, plutôt grand L sur E, donc qui se trouvait, donc j'ai trouvé à peu près 40 km par MeV. Donc ça valait environ 40 dans la lecture graphique ici. Donc c'était grand L sur E, donc 40 km par mégaélectronvolt. Et donc grâce à ça, on pouvait en déduire delta M carré multiplié par C4, du moins une estimation. Et donc, j'ai trouvé, en mettant tout en SI, donc il faut faire un petit peu attention, on avait des électronvolts par micromètre, on va les convertir en électronvolts par mètre, etc. Donc j'ai trouvé à peu près 3 10 puissance 8 en unité SI. Bon, on pourrait donner l'unité, mais là, je pense que dire que c'est l'unité SI, ça devrait passer. Alors, question 10. Le détecteur mesure le flux de neutrinos avec une précision de l'ordre de 10%. À quelle distance minimale placeriez-vous le détecteur pour observer l'amorce du phénomène d'oscillation des neutrinos? Bon, c'est vrai qu'on voit sur le graphe là qu'il y a une première zone dans laquelle on ne détecte pas les oscillations. Donc, oui, ça veut dire qu'il faut écarter suffisamment le détecteur de la source de neutrinos pour arriver à voir ces oscillations à cause de la précision du détecteur. Alors regardons un petit peu la relation qu'on a. C'est vrai qu'on nous parle de flux de neutrinos. Alors en parlant de flux de neutrinos, le flux de neutrinos va être proportionnel à l'énergie qu'on va détecter. Donc on pourrait penser, voilà, on a en fait L sur E qui est une constante. Donc on peut penser à la différentielle logarithmique. Log de L, donc moins log de E égale le log d'une constante, et donc delta L sur L est de l'ordre de delta E sur E, et on peut dire que la précision sur le flux, c'est aussi la précision sur l'énergie, donc c'est de l'ordre de 10%, donc ça voudrait dire que L minimum, eh bien, vaut à peu près 0,1 fois grand L. Et donc on peut dire que c'est à peu près 0,1 fois petit l la distance moyenne à laquelle on a fait les mesures, soit environ 18 km. Question 11. D'autres expériences de détection de neutrinos issus de centrales nucléaires ont été réalisées auprès du réacteur franco-belge. Et donc, dans ce graphe qui nous donne les résultats sur la mesure des oscillations par rapport à un réacteur donné en éloignant successivement le détecteur, eh bien, on s'aperçoit que quand on a une distance inférieure ou égale à 1 km, à ce moment-là, on n'a pas d'oscillation du tout, puisque tous les neutrons sont dans le même état, alors que quand on a 10 puissance 5 mètres, donc 100 km, là, on observe une probabilité de 1,5.
d'être dans un état ou dans l'autre. Voilà, donc ça veut dire qu'à partir d'une distance comprise entre 1 km et 100 km, eh bien, à partir de cette distance-là, on va pouvoir effectivement mesurer, ça veut dire que la distance minimale, elle est comprise dans cette fourchette. Alors, on pourrait calculer le quotient L sur E quand on est à une distance de 1 km. Donc, ça fait 0,25 km par méga électron-volt, puisque l'énergie, on nous dit que c'était 4 MeV. Et donc là, quand on reporte ça dans le graphe qui est là, on est bien dans la partie dans laquelle on n'avait pas encore de détection, donc c'est cohérent. Et puis quand on fait ce même calcul pour 100 km, eh bien là, oui, forcément, donc on obtient 25 km par méga électron-volt. Et là, on est bien dans la zone dans laquelle, effectivement, on peut détecter les oscillations. Donc tout ça est bien cohérent avec ce graphe mis en échelle, donc L sur E. Et les neutrinos, question 12, issus des réactions se déroulant au cœur du Soleil, se propagent sur une distance de 150 millions de kilomètres avec une énergie de l'ordre de 4 MeV. Donc là, si on calculait pour les neutrinos issus du Soleil le quotient L sur E, on trouvait quelque chose comme 40 10 puissance 6 km par MeV. Donc là, on est très loin sur la courbe. On voit que les oscillations en plus s'amortissent un petit peu. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à être en fait sur la valeur moyenne. Donc la valeur moyenne, ce sera 0,5, ce sera 1,5. Donc la moitié des neutrinos dans l'état dit électronique et l'autre moitié des neutrinos dit dans l'état muonique. Voilà, voilà ce que je peux proposer comme petit élément de correction sur cette première partie assez classique sur les mélanges d'états stationnaires. Donc c'était ça la grande technique qu'il fallait maîtriser. Et si tu avais regardé la vidéo quelques jours avant le concours, eh bien tu étais vraiment armé pour attaquer cette partie-là de l'épreuve. Voilà, je ne sais pas si je corrigerai la suite, je n'ai pas encore vraiment regardé. J'aime plutôt peut-être toucher à plusieurs épreuves pour satisfaire le plus grand nombre de spectateurs possible dans différentes filières. En tout cas, je te dis bon courage pour la suite des concours et à bientôt sur e-learning physique.